Lorsque la nuit tombe sur notre planète, les astrophotographes réalisent des clichés spectaculaires du ciel étoilé. Ils nous montrent des phénomènes célestes comme nous ne les avons jamais vus. Et nous emmènent à leur poursuite sur les 5 continents. Allons voir de plus près. Bernd Pröschold sillonne la Scandinavie en quête du ciel nocturne le plus noir d'Europe. Il cherche l'obscurité totale, loin des lumières parasites de la civilisation, pour observer avec un maximum de clarté les profondeurs de l'univers. Cologne, en hiver, peu avant la tombée de la nuit. L'astrophotographe Bernd Pröschold profite d'un ciel urbain exceptionnellement clair pour traquer les étoiles. Il fait près de 0 degré. Bernd prépare le tournage d'une vidéo en accéléré. Cela consiste à prendre une photo toutes les 10 ou 20 secondes, moyennant un long temps de pause. Ce procédé permet de saisir plus de détails et de montrer le ciel en constant mouvement. Dans cette grande ville, l'éclairage réduit le nombre d'étoiles visibles. Peut-être 50, 100 maximum. Dans des régions plus sauvages et moins peuplées, on en verrait des milliers. Il faut s'éloigner des grandes agglomérations pour avoir une chance d'observer des astres moins brillants. En ville, il est quasiment impossible de distinguer la Voie lactée. C'est difficile à croire, mais lorsqu'on est à la campagne et que c'est enneigé, la Voie lactée éclaire tellement qu'on projette sa propre ombre. Éclairage public, circulation routière, panneaux publicitaires. La pollution lumineuse prive l'homme moderne de la contemplation nocturne de l'univers. Ses ancêtres la pratiquaient instinctivement. Aujourd'hui, plus de la moitié des Européens et des Américains vivent dans des régions où on ne voit plus la Voie lactée. Sa quête des ciels les plus sombres d'Europe, propice à de bonnes photos, va conduire Bernd jusqu'en Norvège. Dans l'extrême nord du pays, à la fin de l'hiver, il fait nuit, mais aussi très froid, jusqu'à moins 20 degrés. D'où la nécessité de bien se préparer et d'emporter l'équipement adéquat. En fin de compte, il s'agit de montrer que notre existence, ici et maintenant, à Cologne, encerclée par les voitures, est une perspective très terrestre. Or, nous vivons dans un univers immense, incommensurable et immémorial. Et ça, nous avons tendance à l'oublier. Bernd quitte la grande ville, ses décibels et ses néons. En s'éloignant de la civilisation, il espère trouver l'obscurité absolue qui lui révélera les mystères de l'univers. Première étape, Råbjergmile, à l'extrême nord du Danemark. J'ai parcouru 1000 km et je suis arrivé à la pointe nord du Danemark, là où se trouve la plus grande dune mouvante d'Europe. C'est un site très intéressant pour l'astrophotographie, car il est entouré par la mer du Nord et la Baltique. Or, dans la mer, il n'y a pas de source de lumière artificielle, ce qui fait qu'à cet endroit, le ciel nocturne est d'un noir profond. En plus, la dune constitue un fond très clair qui, la nuit, se réfléchit dans la lumière de la lune et des étoiles et compose de très beaux motifs. Je ne suis jamais déçu avec les dunes de sable.
Depuis des centaines d'années, sous l'effet du vent, la dune se déplace lentement vers le nord-est, ensevelissant tout sur son passage. Arbres et broussailles, routes et maisons. Il y a déjà 250 ans que le plus grand édifice religieux de la région a succombé à l'ensablement. Lassés d'en dégager continuellement l'entrée, les paroissiens ont fini par l'abandonner et la nef a été démolie. Le clocher repeint en blanc fait désormais office de phare. C'est étonnant la façon dont la dune avance en dévorant la forêt. Je trouverais peut-être un endroit où l'ombre des arbres projetée par l'éclat de la lune flotte sur la dune. Ça serait l'idéal, mais il faut d'abord trouver le bon emplacement. Depuis 15 ans, l'astrophotographe originaire de Cologne voyage dans le monde entier pour prendre sous la voûte étoilée des clichés de paysages encore vierges. Il peut désormais vivre de son métier. Il ne doit pas y avoir la moindre trace de pas sur ses photos. Il place le trépied de son appareil derrière un tronc d'arbre pour qu'il ne jette pas une ombre importune au clair de lune. Voilà, on va pouvoir commencer. Bien qu'il soit couché, le soleil reste encore visible quelques minutes grâce à la réfraction de la lumière dans l'atmosphère. Il faut attendre 3/4 d'heure la fin du crépuscule civil, lorsque le ciel est quasiment noir. Mais une certaine clarté subsiste encore. Le meilleur moment pour les astrophotographes, c'est l'arrivée du soleil à 18 degrés au-dessous de l'horizon, lorsque l'éclat des étoiles est maximal. Le temps de pause de chaque photo est de 15 secondes. Les photos seront ensuite assemblées en vidéo à une cadence de 25 images par seconde pour illustrer le mouvement des étoiles en accéléré. On voit même l'ombre allongée de la Lune défiler dans le cadre. Ce soir, c'est la pleine lune. L'avantage, c'est que le paysage sera plus éclairé. L'inconvénient, c'est que l'éclat de la lune va atténuer celui des étoiles, surtout les moins brillantes. Il faudra trouver un juste milieu. Grâce au vent du nord, nous avons pour l'instant un air très limpide, ce qui nous permettra peut-être de voir de belles étoiles malgré la pleine lune. Au bout de cette longue nuit dans les dunes, le photographe poursuit son périple scandinave. Du nord du Danemark, Bernd prend le ferry jusqu'à Göteborg. Il va traverser la Suède pour se rendre en Norvège, direction Sølund, Røros et Esdalen. Son expédition durera 4 semaines. En Norvège, le paysage devient plus hivernal, même si nous sommes déjà fin mars. Il y a une route qui va jusque là-haut. Tant mieux. Tout ce que je pourrais monter en voiture, je n'aurais pas à le transporter sur la Pulka. Jusqu'à présent, ça se présente bien. La Pulka est une luge sur laquelle Bernd charge son matériel ainsi que des vêtements chauds. Ici, les nuits peuvent être glaciales.
Il est 1h30 et il commence à neiger. Mais je ne suis pas inquiet. Ce n'est qu'un petit front froid passager. Ensuite, ça devrait s'éclaircir. En tout cas, je l'espère. Pour prendre de bonnes photos en time-lapse, il faut dépasser la limite des arbres qui se situe ici à environ 800 mètres. La vue sur les montagnes devrait être dégagée. Et avec beaucoup de chance, celle sur la Voie lactée. Encore faut-il que la météo joue le jeu. C'est plus ou moins ce que j'avais prévu. C'est pas mal du tout. Il faudrait juste que le temps s'améliore un peu. Ce n'est pas encore idéal pour bien voir les étoiles. Mais je suis optimiste, parce qu'à l'ouest, le ciel est en train de se dégager lentement. Dans le meilleur des cas, on verra l'arc de la Voie lactée au-dessus du massif montagneux, vers minuit, le tout éclairé par la lune. Ce serait le scénario rêvé. Mais il faut d'abord que les nuages se dispersent. Il suffisait de demander. La couverture nuageuse se dissipe comme par enchantement. Il faut se dépêcher d'installer le matériel pour profiter des bonnes conditions de lumière. Bernd monte une résistance chauffante sur l'oculaire pour éviter la formation de givre. Quelle lumière sublime. Il fait moins 12 degrés. Et je ne fais toujours aucune photo. Je ne fais toujours pas de photos parce que j'ai les mains gelées et que je ne peux pas manipuler l'appareil. Une fois que tous les réglages sont faits, il faut laisser l'appareil en place pendant des heures. Je serre encore une vis. Bien, on va pouvoir y aller. Voilà, c'est parti. Si tout va bien, il y en a pour 15 heures. Ce que je recherche quand je voyage, c'est la solitude. Je suis un solitaire, ça ne me dérange pas. C'est un moyen d'atteindre mon but. En astrophotographie, il ne faut aucune lumière parasite. Or, dès qu'il y a des humains dans les parages, il y a de la pollution lumineuse. C'est pour ça que je me retrouve tout seul au fin fond de la Norvège. Parfois, j'aimerais bien avoir un peu de compagnie, mais je sais aussi apprécier le silence. C'est drôle, mais le silence en Norvège est plus silencieux qu'en Allemagne. De tout temps, l'homme a observé les étoiles. Il a toujours été fasciné par le ciel et poussé à la réflexion. Le ciel étoilé l'incite à se poser des questions sur sa propre existence et sur celle du monde.
De retour dans son chalet au camping, le photographe visionne son travail de la nuit précédente. Ce ciel est hallucinant. On voit les nappes de brume qui surgissent et se dissipent. C'est très très beau. Tiens, un arc blanc. C'est génial. C'est un phénomène lumineux très rare. Plus au nord, vivent les Samis, un des peuples premiers de Scandinavie. Depuis la nuit des temps, ils conduisent leurs troupeaux de rennes à travers des terres jadis sauvages. L'arrivée des colons a mis à mal l'existence de ce peuple nomade. Les fermiers ne portent pas les rennes dans leur cœur, les animaux viennent brouter dans leurs champs. Bernd a rendez-vous avec Magneux, un dresseur de rennes. Les animaux seront utilisés pour tirer des traîneaux, mais un seul hiver. Ensuite, ils seront relâchés dans la nature et gratteront la couverture neigeuse pour trouver du lichen, leur principale nourriture, qui leur est ici apportée dans des sacs. C'est ce que mangent les rennes en hiver. Tout le sol de la région est recouvert de mousse et de lichen. On appelle ça du lichen des rennes. Et ça n'a aucun goût. Je peux goûter? Ça se mange. Je parcours la région depuis des années, mais je ne savais pas que ça se mangeait. Tous les ans, les mâles perdent leur bois qui, lorsqu'ils repousseront, deviendront encore plus grands. Les rennes de Magneux ont tous un nom. Voici le mâle le plus rapide du troupeau. Il atteint des pointes de 50 km/h et s'appelle Étoile des Neiges. Les étoiles font partie intégrante de la vie des Samis. Lorsque les éleveurs transhumaient la nuit avec leurs troupeaux, ils s'orientaient par ciel clair grâce à l'étoile polaire, pour toujours savoir où était le nord. Nous, on a nos constellations. Est-ce qu'il y a des constellations Samis? Je connais la légende du bouton du ciel, c'est-à-dire l'étoile polaire. C'est une histoire de chasse. Dans la voûte céleste, la chasse s'articule autour de l'étoile polaire. D'un côté se trouve un renne, de l'autre, un archer. Les chasseurs ne redoutaient qu'une chose, que leurs flèches, au lieu de toucher le renne, transpercent l'étoile polaire. La chasse durait toute la nuit, du coucher du soleil aux premières lueurs de l'aube. Les chasseurs avaient peur de manquer leur cible, le renne, et de toucher le bouton, l'étoile polaire. Si jamais cela arrivait, la voûte céleste s'effondrerait et toutes les formes de vie seraient détruites. Plus tard, dans sa gothi, le logement traditionnel des Samis, Magneux continue de raconter. Quand on est au milieu de nulle part, loin de tout éclairage électrique, dans l'obscurité complète, on voit la lune se lever au-dessus de l'horizon et on a tous ces diamants, toutes ces étoiles au-dessus de la tête. Et on entend les rennes grogner. Ça veut dire qu'ils vont bien. Le silence est absolu. L'obscurité totale. Et les étoiles scintillent de tous côtés.
On a eu une nuit comme ça il y a 3 jours. J'étais dehors avec ma femme et mon fils. Ma femme a dit « Waouh !» Il n'y a plus beaucoup d'endroits sur Terre où on a une vue pareille. Plus au nord se trouve Røros. La légende dit qu'un renne transpercé d'une flèche a gratté le sol de ses sabots, mettant ainsi au jour du minerai de cuivre. Cette découverte est à l'origine de la prospérité de la ville. Durant 333 ans, ses habitants se sont enrichis grâce à l'extraction du cuivre. Aujourd'hui, les mines et les fonderies sont abandonnées et l'ancienne petite ville minière est désormais inscrite au patrimoine culturel mondial. Ici, comme partout ailleurs sur la planète, les gisements de minerais proviendraient des impacts de météorites survenus peu après la naissance de la Terre. Tous les objets en métal que nous utilisons dans la vie courante, automobiles, outils, pièces de monnaie, sont en quelque sorte des messagers du cosmos. Les métaux présents dans la croûte terrestre ont également une incidence un peu plus au nord, à Esdalen. Bernd y rend visite à son vieil ami, Peder Skogas. Les deux hommes se passionnent pour les lumières d'Esdalen, un phénomène lumineux qui pourrait être lié à la présence de gisements métallifères dans le sol. Peder montre des photos récentes prises dans les environs. Ce phénomène, semblable à la foudre en boule, n'a toujours pas reçu d'explication convaincante. Le sol renferme divers minéraux, du soufre, de l'eau, de l'acide sulfurique, du zinc, du cuivre, du fer, Tout ce qu'il faut pour faire un gâteau. ou du moins une batterie naturelle. La fameuse théorie de la batterie. Une petite batterie contient un certain nombre de composants qui se trouvent tous dans cette vallée, lesquels forment ensuite une batterie naturelle géante. C'est une explication possible, mais il faut encore chercher. Depuis des dizaines d'années, les scientifiques des universités d'Østfold et de Bologne enquêtent sur ce phénomène avec des caméras spéciales et des magnétomètres. Mais à ce jour, les images probantes sont rares et aucune théorie scientifique n'élucide ce mystère de manière irréfutable. Tu as vu les lumières de tes propres yeux. Oui. La dernière fois, c'était avec des chercheurs italiens, depuis le point de vue vers le sud. Et ça se présentait comment? Il y avait 3 lumières qui se déplaçaient et qui se sont rejointes. Waouh, ça a dû être spectaculaire. En général, c'est toujours comme ça. Comment expliques-tu ce phénomène? Tu as lu plein d'articles sur le sujet, mais ils n'éclaircissent pas complètement. Il y a forcément une explication. Mais laquelle? C'est toute la question. Bernd aimerait contribuer à la réflexion, ne serait-ce qu'en prenant d'autres photos des lumières.
Pour se rendre sur le lieu qu'il a choisi, il devra se passer de voiture. Son ami Peder l'adresse à un loueur de motoneige avec chauffeur. En Norvège, devant le nombre d'accidents ou de touristes égarés, la conduite de ces véhicules nécessite un permis. Destination, un plateau à la périphérie d'Esdalen, loin des lumières artificielles du village. Bernd aura peut-être l'occasion de saisir sur le vif le phénomène lumineux. Après une demi-heure de trajet, Bernd continue seul à ski. La région est inhospitalière et réputée pour ses blizzards venus du sud. Or, c'est justement de là que souffle le vent aujourd'hui. La nuit risque d'être glaciale. Comme la vue doit être parfaitement dégagée, pas question de s'abriter sous des arbres ou des rochers. Le vent forcit. Bernd fixe une rotule qui fait pivoter l'appareil très lentement au rythme de la rotation terrestre. Ce truc-là doit être orienté en direction de l'étoile polaire. L'axe doit être orienté exactement vers le nord. Et ça, c'est incliné à 63 degrés, ce qui correspond à notre latitude géographique. Si on regarde à travers cet axe, il pointe sur l'étoile polaire. Quand j'allume ici, je suis quasiment entraîné dans l'espace, avec la Terre qui dérive à côté. Pour obtenir l'effet le plus convaincant possible, l'appareil est posé à l'envers. L'objectif regarde la Terre comme depuis une station spatiale pour donner l'impression que la Terre flotte dans l'espace. Je n'ai pas peur de me balader tout seul la nuit en Norvège, parce que c'est un des pays les plus sûrs du monde. Et en pleine nature, ça craint toujours moins qu'en ville. Mais là, je me trouve dans une région particulière, un peu mystique, où circulent les histoires les plus folles. Alors je suis un peu moins rassuré que d'habitude. Des histoires de revenants ou d'atterrissage d'ovnis, mais aussi des récits de tempêtes solaires, de bulles de plasma ou de foudre en boule. À Esdalen, les sources lumineuses sont étonnamment nombreuses. Satellites qui clignotent, avions qui zèbrent le ciel, maisons, voitures, motoneiges. Mais toutes ont une explication banale. Les mystérieuses lumières d'Esdalen, quant à elles, ne se manifestent pas. Il y a quelques années, à l'occasion d'un de mes nombreux séjours ici, j'ai aperçu des lueurs très faibles et j'ai laissé l'appareil fonctionner toute la nuit. Si on observe attentivement les clichés, on voit des phénomènes lumineux qui n'ont été photographiés nulle part ailleurs. Ce qui conforte l'hypothèse qu'il s'agit des lumières d'Esdalen. Ce phénomène apparaît souvent sur une seule prise de vue, cachée parmi des milliers. Si je regarde le film à vitesse normale, je ne verrai rien. C'est pour ça que je le visionne image par image.
J'essaie de repérer tout ce qui sort de l'ordinaire. Ici, par exemple, on voit des satellites traverser le ciel. À chaque seconde, on a une chance de photographier quelque chose de spectaculaire, mais la probabilité est minime. C'est pour ça que je vois tout le temps les mêmes satellites. C'est pas encore aujourd'hui que je vais toucher le gros lot. Si une des photos avait capturé les lumières d'Esdalen, même si statistiquement c'est peu probable, quelle avancée pour la science! C'est un des domaines dans lesquels un chercheur indépendant peut contribuer aux découvertes scientifiques. Il n'y en a plus tellement de nos jours. Nous externalisons toute la recherche, toute notre curiosité du monde vers les universités. On ne sait plus s'émerveiller. Bon, on ne voit pas les lumières d'Esdalen, mais on voit un lièvre arctique. C'est très rare. Une photo aussi nette d'un animal sauvage dans un time-lapse. C'est du jamais vu. Parce que pour voir la Voie lactée, il a fallu que je règle le temps de pause sur 15 secondes. À croire qu'il le savait et qu'il a pris la pause exprès, puisqu'il est resté immobile 15 secondes. Cette photo, je vais la publier, c'est sûr. Notre photographe quitte Esdalen, puis remonte sur 100 km vers le nord, en longeant la côte, direction Trondheim, puis la péninsule de Fosen. Avec ses 180 000 habitants, Trondheim est la troisième agglomération de Norvège. Nichée au fond d'un vaste fjord, la ville a un riche passé marchand et une histoire mouvementée. Elle exportait du poisson, du bois, du minerai et des produits sidérurgiques dans toute l'Europe. Au XIVe siècle, les 2/3 de sa population ont été décimés par la peste. À l'époque, des astrologues ont prétendu que le fléau avait été provoqué par la conjonction de certaines planètes. Des hypothèses qui n'ont pas la rigueur scientifique de la recherche moderne pratiquée dans la banlieue de la ville. À l'Observatoire de la Société d'astronomie, Bernd rencontre des confrères, grands scrutateurs de l'univers, qui, grâce à des télescopes de pointe, explorent de lointaines galaxies. Des experts de l'infiniment grand. Donc cette photo date des derniers mois. Oui. Ce que tu vois ici, ce sont les nébuleuses du cœur et de l'âme. Ce n'est pas évident de voir qu'il s'agit de nébuleuses. On a utilisé des filtres qui ne laissent passer qu'une petite quantité de lumière. Les nébuleuses sont des nuages de gaz. Les filtres à nébuleuses ne laissent passer que les raies de l'hydrogène ou de l'oxygène. L'image en 3 dimensions ainsi obtenue permet de mieux comprendre la genèse de l'univers. Ensuite, on obtient une photo qui ressemble à ça. C'est vraiment très beau. Tu vois tous ces points ici, ces petites structures? Tu peux agrandir un peu, Erlend? C'est dans ces zones-là que naissent de nouvelles étoiles. Si on revenait dans quelques millions d'années, il n'y aurait plus de gaz et plein d'étoiles à la place. En observant les étoiles, j'ai l'impression d'observer la création. Quand j'aperçois une supernova dans une lointaine galaxie, je sais que je vois à l'œuvre la matière dont nous sommes faits. Quand on est à la montagne, sans le moindre éclairage public, on regarde le cosmos et on prend conscience qu'on n'est qu'une infime, une minuscule partie de l'univers. Quand j'étais petit, je me demandais ce qu'était l'infiniment grand. Maman, quelle taille fait l'univers? Et la réponse, décevante.
Il est infini. Mais qu'y a-t-il derrière? C'est une question qui me taraudait. Même parvenu à l'âge adulte, je n'ai pas de réponse claire. Mais la physique moderne, elle, a une explication très simple. L'univers est fini. Mais on ne peut pas en localiser les limites parce qu'à aucun moment, on ne tombe sur un mur immense. On doit partir du principe, abstrait, que l'univers est courbe. Si je marchais en ligne droite, devant moi, jamais je ne tomberais sur un mur. Si je volais toujours dans la même direction, je reviendrais à mon point de départ. C'est de cette façon que la physique explique la finitude de l'univers. C'est une théorie de travail dont il faut se contenter. Reste que pour explorer l'infinitude de l'univers, il faut le noir absolu. Et qu'on ne le trouve pas à Trondheim. À Trondheim, la pollution lumineuse est une des plus élevées d'Europe, rapportée au nombre d'habitants. 180 000 personnes en produisent autant que Berlin et ses millions d'habitants. Résultat, on ne peut identifier que quelques étoiles à l'œil nu. Pour l'instant, le ciel est clair, mais on ne discerne que Vega et Jupiter. Si le ciel était vraiment sombre, on pourrait voir des milliers d'étoiles. Bernd continue sa route plein nord, comme le lui a conseillé la Société d'astronomie. Sur la côte, le dégel a commencé. La péninsule de Fosen est taillée pour l'aventure. Des fjords tortueux, de petites îles et des montagnes arrondies par la dernière glaciation. Première étape, le village de Bessakir, très prisé des pêcheurs, tant professionnels qu'amateurs. Bernd veut photographier le littoral sous la voûte étoilée. Condition préalable, qu'il n'y ait pas de phare ou de bateau dans le cadre pour parasiter la contemplation du cosmos. Bernd prend contact avec un Allemand, ouvrier dans le bâtiment, qui pendant son temps libre s'adonne à l'astrophotographie. Je pensais prendre cette route pour aller au sommet et avoir un bon point de vue sur le nord, avec la Voie lactée et l'étoile polaire, s'éloigner des lotissements. Oui, mais attention. Ici, tu as un couloir maritime très fréquenté, où les bateaux se succèdent sans interruption. Je te conseillerais plutôt un autre endroit, plus au nord, à l'écart de cette voie de navigation. André Bayer emmène Bernd dans son bateau. La baie abrite des fermes d'élevage de saumon et un chapelet d'îles dont certaines sont habitées. Les deux photographes mettent le cap sur Skarivuja, une île qui, en basse saison, est presque déserte. Il faut trouver un endroit qui ne soit pas éclairé, si ce n'est par les étoiles. Bernd installe une grue sur le rivage. L'appareil photo va prendre lentement de la hauteur pour élargir le champ. La grue est en place, l'appareil aussi. Je règle l'intervalle entre chaque déclenchement sur 20 secondes. Sur le rivage rocheux, Bernd repère une flaque d'eau qui lui donne une idée.
un deuxième appareil va filmer le ciel nocturne se reflétant dans l'eau. Des reflets d'objets célestes dont la lumière a mis plusieurs centaines d'années pour parvenir jusqu'à nous. Ce qui est passionnant quand on regarde les étoiles, c'est de se dire qu'on regarde le passé. Une étoile comme Deneb, dans la constellation du Cygne, se trouve à environ 1600 années-lumière. On la voit telle qu'elle était 400 ans après Jésus-Christ. Le ciel étoilé est une machine à remonter le temps, au sens littéral. Il nous permet de voir le passé. C'est une notion absolument fascinante. Moins de 10 heures après, à 6h30, il fait déjà jour. De la neige est tombée. Bernd n'a toujours pas trouvé l'obscurité parfaite. Il va pousser jusqu'au cercle polaire, à 1000 km au nord, là où n'habite aucun humain, ou presque. Un avion emmène Bernd de Trondheim à Narvik, sur le cercle polaire. Il reprendra ensuite la route pour passer la frontière suédoise et rejoindre Abisko dans la montagne. Sous l'influence du Gulf Stream, le port est libre de glace toute l'année. C'est ici qu'arrive le minerai suédois, acheminé par train depuis Kiruna avant d'être exporté dans le monde entier. La prochaine étape de Bernd est à 40 km dans la montagne. Le parc national d'Abisko en Suède abrite le Torneträsk, un lac gelé tout en longueur. Au-delà, c'est une région montagneuse impénétrable et très peu peuplée, accessible seulement en hélicoptère, ou à ski si on a plusieurs jours devant soi. Même si pour l'instant le temps est au beau fixe, des vents violents et une chute des températures sont prévus. Le pilote va déposer Bernd au sommet, l'attendre, puis le redescendre aussitôt dans la vallée. Seuls les appareils photo resteront sur place. Il y a des villages dans le coin? Aucun. Alors il fait complètement noir la nuit. C'est strictement interdit au motoneige. C'est très bien ça. On peut s'approcher? Ok. C'est possible d'aller à pied d'un pic à l'autre? Oui. Il y a combien de mètres entre les deux? Une heure avant le coucher du soleil, ils atterrissent sur le plateau à 1000 mètres d'altitude que Bernd a repéré sur la carte. Il va installer 2 appareils placés à une distance de plusieurs centaines de mètres. Le premier sera orienté vers le nord-est, le second vers le sud-ouest.
C'est un paysage grandiose. On ne peut pas en imaginer de plus beau. Mais je ne pourrais pas passer la nuit sur place, parce que la météo est incertaine et qu'il est impossible d'anticiper les conditions de lumière cette nuit. Je ne sais pas quelle intensité auront l'aurore boréale ou les autres lumières. Donc, je fais des essais. Je ne sais pas trop où mettre le trépied. Une fois, je l'avais posé sur un rocher et il s'est envolé avec l'appareil dessus. Mais bon, qui ne risque rien. Les branches du trépied sont calées avec de gros cailloux. La résistance chauffante est posée, la minuterie et l'intervallomètre programmés. Le premier appareil est en marche. Il faut installer le deuxième à l'autre bout du plateau. Le soleil décline, le temps presse. Voilà. J'espère qu'il sera encore là demain matin. C'est à contre-cœur que Bernd abandonne son coûteux matériel, mais c'est la seule façon d'obtenir, peut-être, des clichés intéressants. Le ciel n'en fait qu'à sa tête. À peine l'obscurité tombée, des orages magnétiques éclatent, provoqués par le vent solaire et donnant lieu sous ces latitudes à des phénomènes somptueux, les aurores boréales. Une aurore boréale résulte de l'excitation des ions d'oxygène ou d'azote de l'atmosphère par les particules de plasma solaire. Bernd est contraint d'assister au spectacle depuis le lac gelé de Turner Trask. Durant une aurore boréale très intense, le ciel est un véritable feu d'artifice. La nature a presque plus d'imagination que l'esprit humain. Je suis tellement ébloui par les merveilles qui se passent là-haut que j'en oublie complètement mes appareils. Ce sont des moments qu'on a l'occasion de connaître seulement quelques minutes ou quelques heures dans une vie. Quand ça arrive, il vaut mieux que j'ai déjà programmé mes appareils. Et les deux appareils sont effectivement en train de photographier ce prodigieux phénomène du haut de leur montagne. Bernd suit les traces qu'il a laissées dans la neige la veille. Visiblement, la tempête n'a pas eu lieu. L'appareil est toujours là, c'est une bonne chose. Et il prend des photos. Parfait. Je vais l'arrêter. Mais apparemment, le réglage automatique n'a pas paramétré les bonnes vitesses d'obturation. 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes. Dans le pire des cas, on n'aura rien, et dans le meilleur, on aura du boulot. Espérons que le deuxième appareil n'est pas tombé en panne. Il indique carte pleine. Ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'il a fait le plein de photos. Espérons que l'aurore boréale y sera. Il a fait du bon boulot.
J'aurai de la matière à travailler, c'est bon. Ich kann schon was mit anfangen. Ist gut geworden. Je n'ai pas fait tout ça pour rien. Les séquences en accéléré de l'astrophotographie révèlent des phénomènes cosmiques de grande ampleur qui se produisent chaque nuit autour de nous. Elles montrent à quel point la place de l'être humain dans l'univers est minuscule et éphémère. Si en voyant mes clichés, le spectateur a cette révélation, alors j'aurais gagné mon pari.